En décembre, c'est le Marathon du Don de Radio Courtoisie. Qu'est-ce que c'est que le Marathon du Don ? Le Marathon du Don, c'est la grande collecte de fonds que nous organisons chaque année au mois de décembre. Parce que c'est la dernière chance pour les auditeurs qui n'ont pas encore fait de dons de défiscaliser utilement, symboliquement, s'ils n'ont pas envie que leur argent serve à financer l'immigration illégale ou les politiques transgenres, eh bien, ils peuvent donner une partie de leur argent à Radio Courtoisie et la déduire de leurs impôts à hauteur de 66%. Et en plus de ça, nous avons un mécène très généreux qui, depuis 2 ans, chaque fin d'année, nous promet de doubler les dons au mois de décembre. C'est-à-dire que si vous donnez 50 €, eh bien nous en recevrons 100, et à vous, il ne vous en coûtera qu'à peu près 18. C'est pourquoi je vous demande de nous soutenir pour ce marathon du don. Donnez-nous les moyens de défendre vos idées. Rendez-vous sur soutenir.rc.fr. Un café, s'il vous plaît. Un café pour la table 6. Ligne droite, Combien je vous vote ? C'est beaucoup trop cher. l'addition. Bonjour Jean Messia. Bonjour. Ravi de vous retrouver chez nous. Jean Messia, vous aviez un petit mot peut-être à adresser même à Sandrine Rousseau, pourquoi pas en tout cas réagir à des propos de Sandrine Rousseau au sujet de Boualem Sansal. Oui, comme vous le savez, Sandrine Rousseau a été l'invitée de la matinale de Bourdin, où elle a fait des déclarations absolument scandaleuses, puisque lorsque Bourdin lui demande ce qu'elle pense du fait que Boualem Sansal soit embastillé et n'ait pas le droit de voir son avocat, eh bien, tout en feignant de s'en offusquer, Madame Rousseau déclare que Boualem Sansal n'est pas un ange et va jusqu'à dire que c'est un suprémaciste et un raciste. Et à demi-mot, elle dit que, bon, en plus, il aurait blessé le sentiment national algérien, reprenant pratiquement mot pour mot le verbatim, la phraséologie du régime algérien. Donc ça montre plusieurs choses. Ça montre d'abord l'inféodation de la gauche et de l'extrême gauche au parti de l'étranger, à l'étranger de manière générale, que cet étranger soit sur notre sol ou soit à l'extérieur. Donc ça pose quand même problème. On a connu une Sandrine Rousseau quand même beaucoup plus allante et beaucoup plus convaincante lorsqu'il s'agit de défendre les djihadistes. Rappelez-vous cette déclaration inoubliable de l'intéressée qui disait qu'il fallait rapatrier tous les djihadistes français. Et elle militait fanatiquement pour le rapatriement de tous ceux qui avaient pris les armes contre la France au motif que lorsqu'ils seraient sur le territoire français, ils seraient mieux surveillés. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ces déclarations hallucinantes. Donc en fait, Sandrine Rousseau prenait fait et cause pour la défense des droits des djihadistes. En revanche, la défense d'un écrivain français de talent qui, pour le coup, est venu d'ailleurs, mais a bu aux sources intellectuelles, culturelles, historiques d'ici, qui est devenu français, qui s'est vu remettre la nationalité française par le président de la République en personne, eh bien, Madame Rousseau considère que le simple fait que Boualem Sansal soit devenu français, eh bien, c'est quelqu'un d'extrême droite. Ouais. C'est quand même assez hallucinant. Donc, si vous voulez... alors, quant au sentiment national algérien, j'ai envie de lui dire ce matin, mais Madame Rousseau, à chaque seconde sur notre territoire national, vous avez des millions de racailles qui blessent, qui entaillent, qui charcutent le sentiment national français. Alors, est-ce que vous voudriez voir réserver le même sort carcéral à ces gens que celui qu'on a réservé injustement à Boualem Sansal ? Tout ça n'a ni queue ni tête, et Sandrine Rousseau serait bien inspirée de retrouver une boussole nationale plutôt que de se perdre dans la forêt d'un imaginaire anti-français. Merci beaucoup Jean Messia. L'addition. Alors, il y a une actualité évidemment autour de la situation de Boualem Sansal, puisque sa demande de libération a été rejetée hier lors d'une première audience à Alger. On rappelle aussi que l'avocat français de Boualem Sansal n'a pas obtenu de visa, il n'a donc pas pu aller défendre son client sur place. Est-ce que les propos de Sandrine Rousseau, pour aller encore plus loin, d'abord, ils sont certes vraiment malvenus, complètement déplacés. Est-ce qu'on pourrait même dire qu'ils sont dangereux dans un tel contexte ? Ils sont dangereux et ils sont hypocrites. On se rappelle que Sandrine Rousseau se drape dès qu'elle le peut
des oripeaux de la défenseuse de l'état de droit. Quand il s'agit de virer le moindre étranger, si criminel et délinquant soit-il, et que Madame Rousseau en appelle à l'état de droit pour que ce criminel soit maintenu sur notre territoire envers et contre tout et envers et contre tous, c'est quand même assez incroyable qu'une soi-disant disciple de l'état de droit ne s'offusque pas que l'état de droit élémentaire, qui consiste pour un accusé, quel qu'il soit, pour un prévenu, quel qu'il soit, d'avoir l'assistance d'un avocat, ça lui semble pas... Enfin, pour être tout à fait honnête, elle dit qu'elle s'en scandalise, mais on sent bien que c'est une pirouette, ou en tout cas un passage obligé, parce que, évidemment, qu'on n'imagine pas Sandrine Rousseau dire brutalement « non, il n'a pas le droit à un avocat ». Mais on voit bien que c'est quand même quelque chose qui, on va dire, est un passage obligé davantage que l'expression d'une réelle conviction. Oui. Marie Valégon. Là-dessus, Jean Messia, justement, on a vu que la demande de mise en liberté de Boualem Sansal a donc été rejetée. Est-ce que pour autant, la France doit lâcher, quelle doit être sa position, disons, malgré le refus de la justice algérienne décidément de le libérer ? Moi, je crois que la France a déjà capitulé. Ouais. Vous savez, nous vivions dans un pays, dans un système idéologique formidable qui veut que lorsque un immigré reste immigré, qu'un immigré qui, encore mieux, crache sur la France, toute la gauche et l'extrême gauche et la diversité islamisée vous disent c'est un Français. Si vous dites par exemple qu'un Yassine Bellatar, qui a affirmé à maintes reprises qu'il ne désirait pas s'assimiler à la France et qu'il n'en avait que faire de la France, si vous dites de Yassine Bellatar que c'est un Marocain, vous êtes une raciste. Et là, les gens disent qu'il est algérien, c'est pas français. Exactement. Et par contre, lorsqu'un immigré s'assimile à la France, et j'en fais moi-même tous les jours les frais, lorsqu'un immigré s'assimile à la France, aime la France, défend la France, c'est un traître à ses origines. Il ne sera jamais vraiment français. Il ne sera jamais vraiment français. Donc en fait, cette lecture, si vous voulez, des trajectoires différenciées des immigrés en fonction de leur assimilation ou de leur non-assimilation, en dit long sur le système idéologique. Quand je parle d'un système antinational, on me reproche souvent le mot. Mais si c'était un système national, il adulerait les immigrés qui s'assimilent et les défendrait bec et ongle. Il serait fier que la nation qui a accueilli des gens venus d'ailleurs ait cette capacité, cette puissance à transformer un étranger en français et à en sentir une très grande fierté, presque en les mettant sur des piédestals. Or non. Ceux qu'on met sur des piédestals aujourd'hui, ce sont ceux qui haïssent la France. Demandez Obono, Daniel Obono, on vous dira magnifique, c'est une magnifique française. Demandez Rokhaya Diallo, on vous dira c'est une magnifique française. Demandez Yassine Bellatar, on vous dira que c'est une magnifique française. Demandez l'imam Iqwisen, on vous dira que c'est un magnifique français. Mais demandez Boualem Sansal, c'est un Algérien. Demandez Jean Messia, c'est un Égyptien. Demandez Sonia Mabrouk, c'est une Tunisienne. Alors que on voit bien dites-moi quelle immigration vous aimez, je vous dirai quelle idée vous avez de la France. Ouais. Lisa Dutreuil. Oui, on entend aussi très peu parler les organisations internationales. Pourtant, il y en a beaucoup, ces organisations humanitaires qui sont les premières à monter au créneau pour tout un tas de sujets quand il s'agit de réclamer la justice. Aujourd'hui, on a un intellectuel, un écrivain qui est enfermé dans un pays, enfin en tout cas le pays dont il sortait ne peut pas le récupérer. On a son avocat qui n'a pas le droit de se rendre sur place. Il y a quand même matière à au moins s'offusquer et pourtant on ne les entend pas. Ça c'est sûr. Vous savez, imaginez que, on va dire, je sais pas moi, Boualem Sansal avait été enfermé en Israël. Là, je peux vous dire que toute la gauche, l'extrême gauche, l'Assemblée nationale, ils auraient fait la danse du ventre. Ils se seraient enduits de monoeil et dansé sous les stroboscopes, tout nus, pour obtenir sa libération. C'est bizarre, non ? Là, bizarrement, effectivement, il n'y a à peu près personne. Qui demande un mandat d'arrêt international pour séquestration abusive d'un citoyen français. Que lui est-il reproché ? Boualem Sansal n'est ni un criminel endurci, ni un délinquant. C'est ce qu'on appelait naguère en Union soviétique les réfusniks. Tous ces personnes, qui étaient des dissidents. Alors, je veux bien croire que pour l'Algérie, ça soit un dissident, mais l'Algérie, en fait, je pense que Boualem Sansal est pris dans une affaire beaucoup plus large entre la France et l'Algérie. C'est-à-dire que
vu que la France avait pris, enfin en tout cas Emmanuel Macron avait pris fait et cause pour le Maroc dans l'affaire du Sahara occidental, l'Algérie, ça n'a pas échappé à l'Algérie que Emmanuel Macron avait naturalisé en personne Boualem Sansal, et le fait donc d'avoir emprisonné quelqu'un que le président de la République française en personne avait naturalisé, c'est une geste qui n'a échappé à personne et une provocation qui n'a échappé à personne, sauf peut-être à Emmanuel Macron lui-même, puisque de toute façon, Emmanuel Macron, à chaque fois qu'on attaque la France ou qu'on s'attaque à la France, c'est presque du pain béni, donc y compris s'il devait s'asseoir sur son orgueil et sa fierté, ce qui est le cas de l'espèce. Là, on parle des associations. Est-ce que ça vous semble être une bonne stratégie de la part de la France, de l'État français, de ne pas réagir un peu plus vivement, vigoureusement, en tout cas, dans cette situation, pour réclamer, exiger la libération de Boualem Sansal? Alors, on imagine bien sûr qu'il y a des négociations en souterrain, enfin, on espère en tout cas. Mais, je parlais tout à l'heure, si vous voulez, en fait, la comparaison la plus choquante est celle que l'on peut faire avec les djihadistes. Rappelez-vous tout ce tintamarre de l'ensemble de nos élites, à la fois de nos politiques et de nos médias, qui disaient, mais attendez, les femmes djihadistes qui sont enfermées dans les camps kurdes avec leurs enfants, il faut les rapatrier. Les djihadistes, au cas par cas, il faut les rapatrier. Ce sont des citoyens français. La France s'honore à défendre ses citoyens, quels qu'ils soient et où qu'ils soient. Ouais. Bizarre, mais pourquoi ? Alors que les djihadistes, encore une fois, ce sont des gens qui ont, pour la plupart, brûlé leur passeport français, ne se considèrent pas comme français, ont pris les armes au sein d'une organisation qui rêve de nous infliger les pires tortures et les pires massacres, et nos ministres, notre président de la République, nos ministres, nos médias se mobilisent auprès des autorités kurdes et à l'époque syriennes, irakiennes pour les faire revenir. Et là, nous avons un parfait innocent, quelqu'un qui fait honneur à la culture, à l'identité française, à la langue française, à la rationalité française. Et pas un seul de ces nains ne se bouge, ne lève le petit doigt, ne se fend d'un papier ou ne se fend d'une déclaration au Conseil des ministres ou le porte-parole du Conseil des ministres pour réclamer tous les jours sa libération. C'est quand même invraisemblable. On défend nos criminels et on ne défend pas nos citoyens modèles. Ouais. C'est quand même... Ça interroge quand même. Marie. Au sujet de ces djihadistes justement français et qui ne peuvent pas être avec ce statut d'apatride, on comprend bien. Pour moi, c'est pas des djihadistes français. Disons qu'ils ont une autre allégeance. Vous l'avez dit, ils sont partis effectivement rejoindre Daesh. Oui. Mais malheureusement, la France est dans le top 1 des pays européens à avoir laissé partir en tout cas des islamistes pour partir faire le djihad. Le fait qu'ils soient restés sur place, mine de rien, a conduit aussi à l'instabilité actuelle en Syrie. On peut se dire que quand même pour le peuple syrien, effectivement, les avoir laissés endormis dans la région du nord-ouest syrien en l'état n'a qu'accéléré la chute, vu l'offensive qu'il y a eu en Syrie, la chute du gouvernement et donc la disparition au final de ce pays. Alors je ne suis pas d'accord avec cette théorie, d'abord parce que je pense que le sort de la Syrie a été scellé dans des réunions régionales beaucoup plus larges, dans un espèce de billard à 3 bandes entre la Turquie, l'Iran et la Russie. La Russie, comme vous le savez, est accaparée sur le front ukrainien. Lorsque les djihadistes ont repris leur offensive, la Russie n'est pratiquement pas intervenue alors qu'elle dispose de 2 bases, une aérienne et une navale en Syrie. Cette fois-ci, il n'y a eu quasiment aucun bombardement, contrairement à 2015, lorsque l'État islamique était flamboyant et conquérant. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, il y a eu un accord, évidemment, avec la Turquie, qui est un des parrains de ces djihadistes. Donc, si vous voulez, le fait que les djihadistes français soient sur place, à mon avis, n'a pas beaucoup influencé ces grandes négociations secrètes internationales d'une réunion qui a eu lieu à Doha, comme vous le savez, au cours de laquelle le sort de la Syrie a été scellé. D'ailleurs, je constate qu'on grime aujourd'hui un ex-membre d'Al-Qaïda et un ex-leader de l'État islamique, en la personne d'Al-Joulani, actuel leader des djihadistes en Syrie. On le grime en modéré. Demain, on nous dira qu'il est gay-friendly. Donc, si vous voulez, moi, je suis très étonné par ça. Alors, apparemment, les Américains auraient obtenu que si califat il y a, il reste circonscrit au territoire syrien, avec un respect des minorités, pas d'excès, mais ça leur convient.
Ça, c'est le premier élément de réponse. Le deuxième élément de réponse, c'est que, excusez-moi, moi, je préfère... Alors, si vous me dites, en admettant que vous ayez raison, et que les djihadistes français aient, comment dirais-je, sinon créé, du moins entretenu l'instabilité en Syrie, je préfère que ce soit en Syrie plutôt qu'en France. Qu'est-ce qui nous oblige à rapatrier ces gens-là pour qu'ils créent l'instabilité et le désordre et le chaos chez nous? Et pour vous, c'est les intérêts ça, de la France avant tout, oui. Bien sûr. Je veux dire, alors c'est malheureux, hein, mais comme disait Général de Gaulle, la France n'a pas de pays, elle n'a que des intérêts. Et puis bon, nous sommes bien le pays des libertés, et nous prenons la liberté à travers le monde entier. Ces gens qui sont partis, qui ont quitté notre nation, qui l'ont quitté, comment dirais-je, spirituellement et identitairement, qui ont brûlé les papiers que la France leur avait accordés, leurs papiers d'identité. C'est fort quand même de brûler son identité symbolisée dans un document administratif. Ces gens-là, ils ont choisi leur camp. Comme disait Charles Pasqua, pourquoi voulez-vous qu'on force des gens à être français s'ils ne le veulent pas? C'est quand même extraordinaire. Donc, si vous voulez, ces gens-là sont partis, ils ont choisi leur camp. Et donc, vae victis. S'ils croupissent dans des camps, tant pis pour eux. Ils ont joué, ils ont perdu. C'est comme ça. Et aujourd'hui, malheureusement, on sait que cette situation va se retourner contre les populations minoritaires, enfin dites minoritaires, donc les Alaouites, les chrétiens, mais aussi les Kurdes en Syrie. Finalement, quel sort pour ces populations-là? Est-ce que la France, par exemple, doit les accueillir? Est-ce qu'on doit quelle devrait être, par exemple, la position de la France en Syrie aujourd'hui, notamment pour ces populations-là? Je crois que la France s'enorgueillerait à accueillir les chrétiens d'Orient et les minorités persécutées. Vous savez, toujours pareil, le système idéologique antinational qui nous dirige a tendance à faire preuve de la plus grande magnanimité et de la plus grande sympathie avec les gens qui ressemblent le moins possible à la France. Et comme pour donner des gages que nous sommes résolument contre nous-mêmes, on va jusqu'à refuser l'asile ou le statut de réfugié à des gens qui nous ressemblent trop. Si vous êtes chrétien, vous ressemblez trop à la France. Par contre, on préférera accorder l'asile à un musulman radicalisé dont on dira, bon, il est mieux radicalisé, mais il n'est pas djihadiste. Il fuit la persécution à l'époque de Bachar el-Assad, donc bienvenue. Et comme ça, la France pourrait se prévaloir auprès du monde en disant, vous voyez, nous ne faisons aucune préférence. Mais ce qui est incroyable, tous les pays font des préférences. Tous les pays raisonnent par cercles concentriques par rapport à ce qui leur ressemble le plus d'abord et ce qui leur ressemble le moins à la fin. Et dans une espèce d'inversion des valeurs qui va jusqu'au bout du bout, la France fait le contraire. Elle commence par donner l'asile et être sympathique et magnanime avec ceux qui lui ressemblent moins, voire avec des gens qui pourraient lui nuire. C'est quand même invraisemblable. Et je dirais, où sont, parce que vous me parlez des associations tout à l'heure, mais tous ceux qui mitraillent et qui matraquent et qui bastonnent sur Gaza et les Palestiniens depuis maintenant plus d'un an, on ne les entend pas sur les minorités chrétiennes et yazidis dont le martyre a commencé en Syrie. Qui en parle? Donc vous voyez bien qu'en France s'est installé à la fois un nouveau peuple, ce peuple qui est un tentacule de la Oumma, qui ne s'émeut que du sort de ses frères de la Oumma. Donc les Palestiniens étant musulmans, vous avez la caisse de résonance de la Oumma en France qui va pleurer, faire des jérémiades, se plaindre de leur mort, de leur massacre, etc. Et relayé évidemment par les islamo-collaborationnistes d'extrême gauche et de gauche. C'est un petit message envoyé à Rima Hassan, ça. Exactement. En revanche, ces gens-là, les chrétiens, les yazidis, les minorités qui sont persécutées par l'État islamique, ne sont pas des musulmans. Donc ils ne concernent pas et ne regardent pas la Oumma. Donc personne ne s'en émeut. Qui devrait s'en émouvoir? Moi, je ne reproche pas aux musulmans de se sentir proches de leurs frères musulmans. C'est normal. Quand vous avez Mais pourquoi, dans ce cas-là, la France, qui est une terre chrétienne, aux racines chrétiennes, devrait être interdite de s'émouvoir de ces coreligionnaires, ou en tout cas des gens qui ont la même identité ou une partie
de l'identité française. D'autant plus en tant que pays protecteur, Des chrétiens d'Orient, oui, des chrétiens d'Orient. Bien sûr. Mais Brice Hortefeux, qu'on avait, je donne la parole juste après, Liselotte Dutreuil, qu'on avait cette semaine, a très clairement dit il faut accueillir les minorités chrétiennes en France. S'il y a bien une minorité qu'on doit accueillir, c'est la minorité chrétienne. Alors après, si vous voulez, c'est plus complexe. Moi qui suis chrétien d'Orient, je connais un peu la problématique. C'est que vous avez aussi beaucoup de responsables religieux de chrétiens d'Orient qui ne veulent pas de cette hémorragie des chrétiens d'Orient parce qu'ils disent à juste titre que les chrétiens d'Orient sont les premiers propriétaires de cette terre. Ils sont chez eux là-bas. Que ce soit les Coptes qui sont descendants des pharaons, les Maronites qui sont descendants des Phéniciens, les chrétiens assyriens qui sont parmi les premiers chrétiens au monde, toutes ces communautés-là étaient présentes bien avant l'arrivée de l'islam. C'est leur pays. Et donc, je dirais, de quel droit ces gens-là devraient laisser la place à des envahisseurs ou à des gens qui sont arrivés après eux. Vous comprenez ? Et moi, je suis assez sensible à cet argument parce que je n'aimerais pas un jour me retrouver minoritaire en France avec des gens qui me disent « Bon, écoutez, maintenant que les musulmans sont majoritaires et que vous êtes minoritaires et que vous souffrez de persécution, le plus simple, c'est de quitter votre pays. » Moi, j'ai déjà perdu un pays. Si vous voulez, je ne tiens pas à en perdre un deuxième. Liselotte. Oui, quand vous disiez que les États-Unis semblaient avoir obtenu un accord expliquant que si jamais donc le califat s'établit en Syrie, tant qu'il y reste circonscrit, tout va bien. Est-ce que vous pensez pas que c'est une façon de se rassurer avec à coup d'accord et puis de papier, alors qu'on sait très bien, l'histoire l'a prouvé, que la logique de ces gens, c'est de toute façon la conquête. Bien sûr, c'est un jeu de dupes. Vous savez, les promesses n'engagent que ceux qui les entendent. Donc déjà, si vous voulez, nous n'avons pas affaire à une armée régulière, disciplinée. Alors bien sûr que l'islam radical est un totalitarisme, mais c'est un totalitarisme décentralisé en quelque sorte. C'est pas un totalitarisme comme le nazisme par exemple, où il y avait une hiérarchie, une discipline. Ce n'est pas un totalitarisme comme l'Union soviétique, où la même chose, vous aviez les services, l'armée rouge, le KGB, etc., qui étaient des services organisés, disciplinés, qui obéissaient à un chef. Là, nous avons un totalitarisme bordélique. C'est-à-dire que vous avez évidemment des gens qui obéissent à cette espèce d'émir dont on a subitement découvert la modération et le progressisme, mais vous avez évidemment des éléments dans ces armées qui ne sont pas du tout des éléments disciplinés et qui échappent au contrôle d'une hiérarchie qui est une hiérarchie très lâche, d'une certaine façon, parce qu'il n'y a pas de commandement unifié, c'est pas un État, si vous voulez. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que je rappelle quand même aux auditeurs que nous avons eu des précédents. Rappelez-vous, parce que j'entendais l'analyse assez intéressante d'Antoine Basbous, le spécialiste du Moyen-Orient sur BFM, qui disait oui, mais là c'est tout à fait autre chose parce que vous savez, le changement vient de la Syrie elle-même, c'est un changement endogène. Ça n'a rien à voir avec les changements dits exogènes de changements de régime qui sont imposés par l'extérieur. C'est-à-dire en Libye, c'était des armées étrangères, françaises et anglaises, pour ne pas les citer, qui avaient précipité la chute de Kadhafi, et Saddam Hussein, c'était l'intervention américaine de 2003 qui avait précipité sa chute. Et il dit, en Syrie, c'est pas du tout la même chose. Syrie, c'est le peuple syrien, c'est les Syriens, et donc on peut espérer que comme le changement est venu de la Syrie et des Syriens eux-mêmes, le sort, en tout cas la trajectoire ultérieure, ne sera pas identique. Je ne suis pas du tout d'accord avec cette analyse. Rappelez-vous de l'Iran. Le Shah d'Iran, il n'est pas tombé parce qu'il y a eu des bombardements sur Téhéran. Le Shah d'Iran est tombé à peu près de la même manière, ou en tout cas dans les mêmes conditions visuelles que Bachar el-Assad. Et à l'époque, je vous rappelle que lorsque le Shah d'Iran est tombé, il y avait des millions d'Iraniens dans la rue, une liesse populaire comme jamais le Téhéran avait assisté pour se féliciter du départ du Shah. Et les canards de gauche et d'extrême gauche en France qui avaient des yeux énamourés pour l'ayatollah Khomeini prétendaient que c'était l'ouverture d'une nouvelle ère où on verrait un Iran plus libre, etc. On a vu ce que ça a donné par la suite. La République islamique d'Iran qui ferait passer le Shah pour un pluraliste et un démocrate. Et on a eu le régime des mollahs. Voilà, ça c'est le premier exemple. Et alors évidemment,
pour généraliser, on peut aussi penser aux deux autres exemples que sont la Libye et l'Irak de Saddam Hussein. Qu'est-il advenu lorsque vous entendiez les déclarations de l'inénarrable Bernard-Henri Lévy suite à la chute de Kadhafi? Une nouvelle ère s'ouvre, la Libye va devenir un pays démocratique. Enfin, le peuple libyen va goûter à la liberté. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Le pays est aux mains en partie de djihadistes, de l'autre partie de mafieux, et de troisième partie de militaires. Quel talent ce BHL. C'est quand même incroyable. La même chose pour Saddam Hussein. Alors évidemment, quand on dit ça, ça ne veut pas dire qu'on prend pour exemple absolu ou modèle absolu un Kadhafi ou un Saddam Hussein ou un Bachar el-Assad ou même un Shah d'Iran pour les plus anciens. C'est pas ça la question. La question, c'est que on ne peut pas, si vous voulez, comparer ces pays avec les standards qui sont les nôtres. La démocratie, d'abord, la démocratie, je vais vous dire, elle ne naît de manière endogène que dans les pays à tradition judéo-chrétienne. Il n'y a pas, ça va peut-être choquer ce que je dis, mais il n'y a pas une autre civilisation que judéo-chrétienne qui a accouché, enfanté par elle-même de la démocratie. Les seuls exemples étrangers que l'on a, c'est l'Inde, la Turquie et le Japon. L'Inde, parce qu'elle avait une philosophie et un système culturel qui était pas rétif à l'habeas corpus de la Grande-Bretagne et donc qui a pu absorber en quelque sorte le modèle démocratique britannique. Le Japon, il a fallu 2 bombes atomiques pour le convertir à la démocratie, excusez du peu. Et quant à la Turquie, la Turquie a imposé les valeurs démocratiques occidentales avec la dictature. C'était Atatürk qui a été jusqu'à, occidentaliser l'alphabet turc, qui s'écrivait naguère avec l'alphabet arabe. Et maintenant, il s'écrit avec l'alphabet occidental ABCD. Donc, c'est vous dire que les seuls exemples de naissance de démocratie de manière endogène, de manière évolutive dans le cadre d'un processus, ça n'a existé que dans des sociétés chrétiennes. Et donc, si vous voulez vouloir imposer un processus qui est interne, qui est propre à la civilisation judéo-chrétienne, qui est celle du respect des libertés publiques, des libertés individuelles, la naissance du droit du peuple à disposer d'eux-mêmes, etc., dans des nations et des cultures et des identités qui ne sont pas chrétiennes, ça donne des désastres. Regardez ce qu'est devenu l'Irak après Saddam Hussein, regardez ce qu'est devenu l'Iran après le Shah, regardez ce qu'est devenu la Libye après Kadhafi, et demain on dira, regardez ce qu'est devenu la Syrie après Bachar el-Assad. Donc si vous voulez, tous les moutons bêlants que l'on entend depuis quelques jours, qui se félicitent de la chute d'Assad, moi je n'ai pas de sympathie particulière pour Bachar el-Assad, mais je dis, est-ce qu'on choisit entre le mal et le pire ? On choisirait quoi ? On choisirait certainement pas le pire. Il nous reste 2 minutes, Jean Messia. Un mot peut-être sur l'actualité française aussi, puisque le nom du nouveau Premier ministre devrait être dévoilé dans les prochaines heures, nous dit-on. Plusieurs noms ont été évoqués. Je pense à Le Cornu, à Moscovici, à Le Drian, à Roland Lescure également. Qui faudrait-il idéalement parmi tous ces noms pour éventuellement rassembler un minimum et peut-être remettre un peu de stabilité dans l'hémicycle, en tout cas, de l'Assemblée nationale ? Vous savez, je pense que en fait, le nom importe peu, si vous voulez. C'est que si vous êtes en train d'écouter une musique qui ne vous plaît pas et qu'on vous propose de changer les musiciens pour interpréter le même morceau, je ne pense pas que ça va vous satisfaire. Là, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que peu importe qui dirige l'orchestre, si la symphonie jouée est la même, elle sera toujours crécelle aux oreilles des Français. Mais alors on ne s'en sortira jamais, quoi. De toute façon, vous savez, en France, les choses ne changent pas parce qu'on change de Premier ministre. En France, les choses changent quand on change de président de la République. C'est l'élection reine, l'élection amirale qui a été voulue comme telle par les institutions de la Ve République et par le général de Gaulle singulièrement, qui, rêvant de restaurer la monarchie, n'a pas pu le faire pour des raisons d'anachronisme évidentes, et donc qui a créé un monarque républicain. Je vous donne un chiffre, le président de la République en France nomme directement ou indirectement 275 000 personnes. C'est dire le pouvoir du président de la République, justement, à changer les choses en changeant les hommes. Mais je veux dire, qui pourrait penser un seul instant que si demain Roland Lescure ou François Bayrou étaient nommés Premier ministre, on aurait un grand homme qui resterait dans l'histoire. Je pense que aussi bien Emmanuel Macron que l'ensemble des premiers ministres qu'il aura eu et des ministres, il restera une tache invisible à l'œil nu sur la grande fresque de l'histoire de France. Un petit pronostic en 10 secondes ? Un petit pronostic.
Alors, j'avais plus de pronostics avec Barnier, parce qu'en tant que Savoyard, il avait l'habitude de prendre des raclettes. Là, je cale. Et en fait, le pire de tout, c'est que ça ne m'intéresse pas vraiment. Ouais. Et je pense que ça n'intéresse pas beaucoup de Français. Bon, eh bien merci beaucoup en tout cas Jean Messia d'avoir traité tous ces sujets avec nous et merci à tous ceux qui ont participé à cette addition.